Mais au CHU de Montpellier, c'est déjà une réalité. Dans le département de médecine physique et de réadaptation du professeur Isabelle Lafont, c'est en juin que les patients hémiplégiques rééduquent leurs membres supérieurs paralysés. Il est clair qu'un jeu vidéo, c'est ludique, ça peut être addictif, et nous, l'addiction, on la cherche de façon un peu paradoxale. Donc ça permet d'obtenir une adhésion plus importante du patient à un protocole de rééducation. Ils aiment beaucoup la rééducation, ça se passe bien, mais c'est vrai que le caractère un peu ludique fait que c'est plus facile de prolonger une séance ou de répéter les exercices. Le jeu vidéo thérapeutique ne se substituera jamais à un professionnel de santé. L'interface humaine, elle est fondamentale pour des raisons multiples. Le jeu vidéo doit être conçu comme un assistant en fait, du thérapeute, qu'il soit kiné ou ergothérapeute. Le jeu vidéo va s'adapter sous le contrôle du thérapeute, va prolonger l'action de l'ergothérapeute, allonger la durée de la séance, augmenter le nombre d'exercices, rajouter un petit côté ludique, avoir peut-être une action spécifique sur le système nerveux, mais ne sera jamais qu'un assistant au service des thérapeutes. Montez. Voilà, redescendez. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est un truc difficile. On va essayer de régler le jeu, Charazade, pour qu'il puisse travailler ça spécifiquement. L'autre avantage des jeux thérapeutiques comme Hammer and Planks, où le patient pilote un bateau grâce au mouvement de son corps et ramasse des cibles sur l'eau, c'est l'enregistrement de tous les mouvements du joueur. Le jeu vidéo, c'est un super espion. C'est-à-dire que quand quelqu'un joue avec un jeu vidéo, il génère des mouvements. On va être capable, nous, d'enregistrer ces mouvements, et ces données concernant le mouvement réalisés par le patient, on va pouvoir les utiliser pour comprendre la construction du mouvement, comprendre la récupération motrice après une lésion et un jour pouvoir mieux définir nos protocoles de rééducation à partir de données beaucoup plus précises et beaucoup plus quantifiées que ce qu'on fait actuellement. La question, c'est est-ce qu'à travers le jeu vidéo, on modifie ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, donc l'organisation du cerveau? La réponse est très probablement oui. Est-ce que cette modification des cartographies cérébrales est bénéfique pour le patient ou pas? De quelle façon cette modification est à l'origine justement de ces modifications de la vie quotidienne qu'on observe chez les patients? Tout ça, ce sont des normes inconnues sur lesquelles on travaille actuellement. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, allons à Berlin. À l'Institut Max Planck pour le développement humain, la chercheuse en neurosciences Simone Kuhn a lancé en 2013 une étude qui a démontré que jouer aux jeux vidéo modifiait la structure même du cerveau. Pour arriver à cette conclusion, elle a demandé à 15 cobayes humains en bonne santé, qui ne pratiquaient pas les jeux vidéo auparavant, de jouer 30 minutes par jour pendant 2 mois à un jeu d'action destiné au grand public. Grâce à des clichés d'IRM avant et après l'étude, Simone Kuhn a découvert que cette pratique entraînait une augmentation de la part de la matière grise qui contient nos précieux neurones dans notre cerveau. 3 régions cérébrales spécifiques sont ainsi modifiées par la pratique du jeu vidéo. La première, c'est cette région préfrontale, là devant à droite. La seconde ici au fond dans l'hippocampe et la troisième ici dans le cérébellum, qu'on appelle aussi le cervelet. Ces 3 régions du cerveau sont très intéressantes car le cortex préfrontal est responsable de la planification stratégique. L'hippocampe gère la navigation dans l'espace et le petit cerveau s'occupe de la motricité fine. Jouer aux jeux vidéo modifie la plasticité du cerveau et l'on comprend mieux les effets positifs sur les malades.